club de la presse européen, 10 jours après le nouvel an. La rentrée sociale aura-t-elle lieu cette semaine après la présentation du projet de réforme des retraites? Ce sera demain. Politiquement, alors les angles se sont nettement arrondis ce week-end pour le gouvernement avec le ralliement sous condition des Républicains par la voix d'Éric Ciotti, son président. Qu'en sera-t-il toutefois de la rue? Regardez l'agenda des manifestations. Il s'est beaucoup rempli ces derniers jours pour divers motifs. Pas que les retraites. Vous avez le débrayage des laboratoires de biologie, cet appel à la grève à l'hôpital de FO Santé, l'éducation, elle sera en grève le 17, liste non exhaustive bien sûr. J'ai oublié les Insoumis qui vous appellent à la mobilisation le 23 janvier, jour de présentation de la réforme des retraites. Tout cela dessine un puzzle de mécontentement, mais y aura-t-il un catalyseur? Comment faire atterrir la réforme aussi? On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Alors 64 ans jusqu'en 2030, voilà un petit peu ce qui se dessine par projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui permettrait la possibilité d'un 49.3 gratuit, puisque ce sera un texte budgétaire. Ce qui est assez frappant dans cette réforme des retraites, c'est que c'est pas encore présenté, qu'on sait déjà à peu près tout, Carole, sauf que pourquoi cette réforme? Pourquoi la réforme des retraites? On s'est posé la question la semaine dernière. J'ai pas eu de réponse dans la semaine. Et hier, j'écoute Michel-Édouard Leclerc, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, qui dit « Je comprends pas cette réforme ». On n'a toujours pas la réponse. Mais bien sûr, c'est parce que Emmanuel Macron lui-même a entretenu l'ambiguïté sur le sujet. Alors, à un moment donné, c'était pour sauver le système de retraite. On est revenu d'ailleurs à cet argument-là aujourd'hui. Mais entre-temps... En plus, sauver, c'est un peu extrême comme terme, on l'a bien vu. Le système des retraites, soyons clairs, n'est pas menacé de faillite ou de disparition comme ça du jour au lendemain. Les experts sont un peu partagés sur la question. Le corps, le Conseil d'orientation des retraites... Non mais ça dépend, si vous jugez que 20 milliards par an de déficit, c'est grave ou pas? Non mais est-ce que vous jugez que c'est grave? Il dit que ça n'est pas menacé à court terme. En revanche, les prévisions à long terme sont effectivement plus inquiétantes. Mais pour revenir quand même à la compréhension par les Français de cette retraite et donc du pourquoi de cette retraite, il faut quand même rappeler que Emmanuel Macron lui-même avait brouillé les pistes puisqu'il avait parlé à la fois que ça pourrait servir au financement de la dépendance, de mesures dans l'éducation ou de la transition énergétique, enfin tout un tas de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les retraites. Oui, en fait, alors moi, si je peux me permettre une petite explication, je pense que dans sa tête, il se disait, si les gens travaillent 3 ans de plus, ça fait autant de cotisations sociales en plus, donc des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Sauf que les gens, on se dit, mais attendez, l'argent des retraites va aller financer des éoliennes, c'est ça? Exactement, c'est ça le problème, c'est que si vous voulez, si on fait une réforme des retraites, c'est pour financer les retraites. Or, Macron lui-même avait expliqué que ça pouvait servir à autre chose. Aujourd'hui, le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit de sauver le régime par répartition, mais du coup les gens sont un peu perdus, effectivement. Alors personne n'y comprend rien. Je donne le projet. François Bayrou lui-même aussi d'ailleurs avait dit que c'était pas clair. Alors je le livre comme ça on l'a bien en tête, c'est intéressant. Ce serait donc pour les générations à partir de juillet 61. Vous êtes né en fin juin 61, ça passe. Vous êtes né le 1er juillet, vous êtes concerné par la réforme. L'idée, ce serait donc à partir du vote du texte, donc cette année, en 61, vous êtes né en 61, vous travaillerez 62 ans, plus 3 mois. Vous êtes né en 62 ans, plus 6 mois, etc., jusqu'à ce qu'on atteigne ce chiffre de 64 ans. Ce qui est drôle, c'est que 3 mois par an jusqu'en 2030, c'est exactement ce que proposait Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, soit dit en passant. Mais Charlotte il y a la réforme... Non, mais c'est la petite pique. Oui, on avait compris. Il y a la réforme il y a la réforme en soi et il y a le contexte social. Alors le contexte, évidemment, se nourrit aussi de l'approche de la présentation du texte. Et je posais cette question, y aura-t-il à un moment une coalition des colères qui sont extrêmement disparates en ce moment? C'est la question qu'on se pose un peu depuis longtemps et en particulier de manière un peu plus tangible depuis le mouvement des Gilets jaunes. Mais vous voyez un janvier brûlant, vous, ou pas? Franchement, j'en sais rien. Je ne vais pas commencer à expliquer que ça va arriver parce que ça n'arrivera pas ou que ça n'arrivera pas parce que ça va arriver. Je me connais. Pour moi, c'est un fantasme politique, c'est un fantasme médiatique, cette histoire de janvier brûlant. Il y a une partie de fantasme et qui repose malgré tout sur une colère latente dans le pays
qui est réel, mais qui est mal défini, mais mal défini par les gens en colère eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, et on le voit sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la responsabilité est très largement partagée par ses prédécesseurs avec lui, mais on voit quand on dit on est en train de constater un pays à bout de souffle, c'est quand même un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel sujet, les professeurs qui vous disent on s'en sort plus, le niveau scolaire est compliqué, mais le niveau sécuritaire est extrêmement compliqué, et donc on se tourne vers la justice qui nous dit mais nous on ne peut pas, on ne peut plus, il y a trop de dossiers sur nos bureaux, et puis la police nous donne des dossiers, on a du mal, et la police qui vous dit oui mais parce que nous on peut plus, on a 700 dossiers par personne sur nos bureaux, donc on va aller se tourner vers l'homme politique qui vous dit, alors il a deux réponses l'homme politique en Macronie, c'est soit regardez un peu ce qui se passe ailleurs, vous avez beaucoup de chance en France, ou alors, oui mais là-dessus on aimerait bien faire ça, mais on est en train d'étudier si oui ou non ça va être censuré en raison du droit international et des cours suprêmes. Donc vous avez à la fois une impuissance et le constat d'un échec. Et qu'est-ce que vous avez à la tête de l'État ? Un Emmanuel Macron qui nous dit depuis 4 ans, à chaque fois qu'il y a une crise auquel personne ne peut rien, je pense au Covid en l'occurrence, il nous explique qu'on est en guerre et il le répète 4 fois par jour comme s'il avait le pouvoir d'aller combattre lui avec l'ensemble des Français un virus. Et sur les sujets que l'on constate très directement, l'école, l'insécurité, où on voit un délabrement de l'état du pays, il nous explique que c'est mi un sentiment, mi c'est moins bien ailleurs. Donc au bout d'un moment, la colère, elle est bien réelle. Maintenant, est-ce qu'elle va se traduire dans la rue ? Ça, j'en sais rien. Oui, Carole Barjon. Bon, moi, comme Charlotte, je veux dire, on n'est pas devin. Je note simplement que quand même, il y a eu. Quand même, il y a eu Non, mais pardon. Il y a eu les gilets jaunes ou quelques gilets jaunes qui ont organisé une manifestation à Paris 4700, samedi. C'est pas beaucoup, franchement, ça fait plouf. Bon, donc on a plutôt le sentiment que, comme le dit Jérôme Fourquet, le pays est plutôt dans une sorte d'apathie civique. Oui. Et il fallait les entendre, les gilets jaunes. Il y aura un front syndical uni contre cette réforme des retraites. Oui. C'est tout à fait clair dans les propos qu'a tenus Laurent Berger dans Le Parisien, je crois, hier. Est-ce que, pour autant, il y aura vraiment des débordements et des mouvements de rue très massifs ? Je n'en suis pas si sûr. Voilà. Je précise, réunion des centrales syndicales demain soir, après présentation du projet de réforme, pour décider éventuellement d'une action commune. On voit quand même que le gouvernement a mis à profit ce mois qu'il s'était laissé pour reporter la présentation du projet. On le voit avec le ralliement sous condition certes des LR, mais tout de même. François Bayrou, qui l'air de rien ce matin dans les colonnes des Échos, nous dit ce serait peut-être bien aussi de mettre les entreprises à contribution. Tiens, 1 point de cotisation patronale. Comme ça, tout le monde fait des efforts finalement. Bref, on est en train de faire atterrir aussi la réforme. D'une certaine manière, Carole Barjon. Ah mais totalement, parce que l'avion ne va pas forcément s'écraser. Ce mois, il a été mis à profit en réalité pas tellement pour convaincre les syndicats et notamment Laurent Berger, qui a souvent, enfin la CFDT a souvent, participé à des réformes des retraites, soutenu les réformes des retraites. Mais elle a toujours dit le report de l'âge légal, c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Bon, donc le gouvernement en fait n'a mis à profit ce mois-là, non pas du tout pour arriver à convaincre les syndicats ni la CFDT, mais les Républicains. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que Éric Ciotti... Donc un deal politique. Oui, c'est un deal par-dessus la rue et les partenaires sociaux. C'est un deal politique qui permettra probablement de faire adopter cette réforme, mais sous condition. Je pense que c'est très intéressant de voir... Alors les conditions, ça peut être ce point de contribution patronale supplémentaire, ça peut être aussi d'étendre le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimum, à tous les retraités, y compris ceux qui sont déjà en retraite. Oui, ça coûterait la bagatelle de 500 millions à 1,5 milliard supplémentaire. Oui, et Éric Ciotti insiste beaucoup sur la revalorisation des petites retraites pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui seront concernés par la réforme, mais pour les retraités actuels. Il insiste aussi beaucoup sur les artisans, les commerçants, les indépendants, etc. Pour sa clientèle électorale, quoi. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même clientèle électorale, en tout cas pour les retraités, que celle qui a élu Emmanuel Macron. Et donc... au fond, la position de Ciotti, qui est quand même arrivée d'abord
à convaincre, enfin avoir une position qui réunisse les sénateurs et les députés LR qui n'étaient pas forcément sur la même ligne, et aussi en interne, il a réussi à convaincre à la fois Bruno Retailleau, Aurélien Pradier et Olivier Marleix, qui étaient pour les 63 ans. Mais on voit que du point de vue de la gauche, quand même, ça commence un peu à s'essouffler. Gaspard Ganzer, ce matin, dit dans l'Opinion, la réforme de retraite pour Emmanuel Macron, c'est un test de virilité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte Dornelas? Non, mais l'expression m'amuse parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, là, c'est le début de notre conversation. Il s'accroche à cette réforme comme si il en allait de l'existence même du pays, sans que personne n'arrive trop à comprendre par où ça va. Et même des gens qui lui sont proches, ou en tout cas qui sont rationnellement bienveillants, on va dire, à l'idée de réformer ce sujet-là. À gauche, il y a une partie de la gauche qui s'essouffle, mais moi je pense que ce qui pourrait sauver, et à mon avis ce qui comment dire, engendre le calcul d'Emmanuel Macron de se dire on va en effet enjamber la question de la rue pour se focaliser sur la possibilité même de la réforme par le biais des LR, c'est tout simplement que la rue, elle est un peu épuisée. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les syndicats, donc ça va être encadré, et les syndicats, ils sont eux-mêmes un peu dépassés par ce qui s'est passé ces dernières années. Vous avez la France insoumise, il y a de plus en plus de gens, même à gauche, qui veulent absolument s'en démarquer, donc il n'y a pas de front uni. Et vous avez les gilets jaunes que tout le monde a dans la tête, mais les gilets jaunes, il faut voir leur histoire quand même. Ils étaient des milliers sur les ronds-points, ils avaient un discours qui était celui de est-ce qu'il est possible de vivre correctement de notre travail sans se faire assassiner par des impôts dont en plus on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent, et au fur et à mesure ils ont été ce mouvement a été piétiné en effet par l'extrême gauche qui aujourd'hui nous explique que c'est son mouvement à elle, et vous avez un nombre de gens incalculables qui étaient sur les ronds-points en 2017 qui ne ressortiront plus. Ils se sont dit on est sorti, on s'est fait bousiller, on s'est fait récupérer par des gens avec qui on n'a absolument rien à voir. On s'est pris des tirs de LBD aussi. Quand on est venu à Paris. Mais même les gilets jaunes du tout début, cette histoire-là, c'est même pas la leur en fait. Donc, et quand on est venu à Paris, en plus, ça a été la catastrophe. Donc oui, il y a un découragement aussi qui est à mon avis dans ce mouvement. Carole Barjon. Non, je voulais juste dire que je trouve cette situation assez intéressante par rapport au deal entre Macron ou le gouvernement et LR, c'est qu'on est un peu à front renversé. C'est-à-dire que Éric Ciotti, avec toutes les conditions qu'il pose, en fait, il se pose dans le camp des gentils, avec plein de mesures d'accompagnement social, et il laisse au fond le gouvernement tenir le rôle du méchant. Merci Carole Barjon. Comme dirait Gérald Darmanin à propos de l'immigration. Ah oui, c'est ça, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Merci Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. La une de l'Obs cette semaine. Tous HPI, point d'interrogation. Voilà, tous ceux qui sont à haut potentiel intellectuel. Il y en a partout en ce moment. Voilà, j'en avais 2 avec moi ce matin, la preuve. Et un troisième vient d'arriver. Merci Charlotte Dornelas.